Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, les amis. Écoutez, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous passez un bon week-end. Là, en tout cas, je vous souhaite de passer un bon week-end. Bon, en tout cas, on a besoin, je pense, de ce week-end de repos après cette semaine de malade mentale. Clairement qu'on a connu là sur la crypto-monnaie avec la chute, les portefeuilles dans le rouge. Enfin, je vous dis pas le bordel. Bon, tous a tous subi, hein, j'imagine. Donc, en tout cas, première chose, bien sûr, je vous réitère mon soutien pour ce que ça vaut sur cette semaine catastrophique sur la crypto, mais je vais également vous faire le point, hein, vous savez, hebdomadaire, comme d'habitude, sur la vidéo, sur le Bitcoin, VeChain, Ondo, enfin tous les projets RWA, et pourquoi il est important toujours de prendre du recul sur la situation macroéconomique, parce que, encore une fois, je vois beaucoup de commentaires sur Twitter de choses euh, un peu sorties de nulle part, en disant c'est la fin du Bitcoin, le Bitcoin il est mort, c'est fini. C'est exactement ce que l'on entend à chaque fois qu'on a une grosse correction sur le Bitcoin, on a toujours le même discours qui ressort. Donc après, ça ne veut pas dire qu'on va encore continuer ça va reprendre hein, les plus belles. Peut-être que là, on s'engage vers une période un peu plus prolongée de chute, de correction du Bitcoin. Bon, sur le cours, on voit les yo-yo sur le Bitcoin, mais c'est ça le Bitcoin en même temps. Bon, donc je vais vous parler de tout ça, je vais vous faire le point sur les ETF hein, notamment. Ma position toujours, moi je vous dis, je suis ultra bullish sur le reste du Bitcoin et je suis loin, c'est loin de penser qu'on va aller à zéro, hein, comme je peux le voir quand même sur les réseaux, ça me fait un petit peu rêver. Bon, mais après, pour le reste, sur le court terme, encore une fois, je ne peux pas dire, je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas devin, météo, expert, je sais pas quoi. Donc autant le Bitcoin peut descendre encore, aller 50 000 dollars, ça m'étonnerait pas. Parce que là, vous voyez, il est descendu à 60 000 avant de repartir là, au moment où je fais la vidéo, à 70 000 dollars. Donc il nous fait du plus 20, moins 20, comme ça dans la journée. Ça commence à être sympa. Mais en tout cas, moi je crois toujours sur le moyen et long terme, je le redis hein, clairement, que le Bitcoin, c'est l'avenir pour plusieurs raisons. Je vais réitérer mes raisons à travers les articles que je vais vous passer là dans la vidéo. Je ne suis pas le seul à penser ces choses-là. Il y a des analystes, des investisseurs hein, qui pensent un petit peu comme ça, qui expliquent pourquoi. Donc bien sûr, je vais expliquer pourquoi. Mais encore une fois, après, voilà, je suis pas la boule de cristal, donc je n'attendais pas à ce que je vous dise que enfin, que ça atteigne exactement ce prix-là à telle date, parce que je ne sais pas. Bon, voilà. Donc une fois que c'est dit, bah, écoutez, j'espère que vous êtes chaud, vous êtes prêts pour cette vidéo avec remplie d'informations, hein, je pense, sur les projets, notamment même crypto et surtout le RWA, parce que vous allez voir le RWA. Donc pendant qu'on fait un gros bruit sur les prix Bitcoin et compagnie, et même de la crypto-monnaie, eh bien le RWA continue vraiment d'envoyer du pâté, de grossir malgré les fluctuations des prix. Et c'est ça, toujours une fois, vous le savez, un peu ceux qui suivent ma chaîne, c'est les fondamentaux continuent d'exploser. Voilà, et c'est ça le plus important. Bon, donc bien sûr, bah écoutez, c'est parti, hein, on y va, vous êtes chaud, let's go. On commence avec le rapport de Farsight Investor sur les ETF Bitcoin Spot. Et là, regardez, effectivement, cette semaine, c'est toujours pareil. Donc là, on commence vraiment à avoir depuis le 20 janvier 2026 et même avant des périodes quand même très rouges hein, sur le Bitcoin avec seulement le 2 février 2026 qui est positif en termes de flux entrant sur le Bitcoin. Donc là, ce qui se passe quand même, c'est que effectivement, c'est très impressionnant. On voit qu'on a un sentiment de bear market, hein, tout simplement sur le Bitcoin, un consensus qui se forme là-dessus. Et derrière, des capitaux, et bien sur les ETF, effectivement, qui sont de façon impressionnante de manière en flux sortant. Voilà. Après, encore une fois, si on dézoome la situation par rapport aux flux totaux de capitaux injectés sur les ETF, encore une fois, nous sommes très loin, regardez quand je prends la courbe, très loin d'être vraiment en train de s'effondrer là. Donc Bitcoin à zéro, non, désolé, mais ça tient pas la route encore. En tout cas, encore. Mais en tout cas, non, moi j'y crois pas. C'est pas du déni, c'est juste mathématique. C'est parce qu'on voit que les institutionnels, eh bien, sont largement dans la course. Alors après, il y a de la panique aussi sur les
institutionnel, hein, bien évidemment. Il y a de la liquidation, il y a du trading, etc. derrière. Il y a de la sortie de capitaux malgré tout, oui, mais c'est loin d'être dans une correction profonde. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit une dissonance avec des prix du Bitcoin qui ont dérouillé massivement et un sentiment pour les particuliers qui est totalement dévastateur, et je peux le comprendre, hein, mais évidemment, surtout quand vous ne savez pas sur quoi vous investissez et donc vous êtes soumis à l'émotion. Mais par contre, sur la sphère institutionnelle, on voit bien que l'émotion est beaucoup, beaucoup moins forte quand on voit les flux sortants sur les ETF avec des flux cumulés, comme vous voyez sur la courbe, qui sont loin d'être catastrophiques quand on voit une courbe comme ça. Voilà, quand on voit cette courbe et qu'on ne regarde pas les prix, qu'on ne regarde pas l'émotion, la situation ambiante au niveau de l'ambiance, eh bien, vous n'avez pas l'impression d'être en chute libre, hein, sur le Bitcoin. Voilà. Vous êtes peut-être dans une correction légère, mais pas plus. Donc c'est là où vous voyez l'importance, encore une fois, de dézoomer par rapport à tout ça, parce que vraiment, j'ai l'impression d'entendre tout et n'importe quoi là, sur les réseaux, sur à droite à gauche. Bon, j'ai même des personnes qui commencent à me dire: «Ça y est, le bitcoin, c'est une arnaque, c'est fini, ça va aller à zéro.» Bon, j'avoue, j'hallucine un peu, quoi, parce qu'en fait, bon, en fait, j'ai l'impression que des personnes investissent dans quelque chose sans savoir dans quoi ils investissent, quoi. Sans connaître les fondamentaux derrière et sans faire l'analyse par rapport à l'euro, au dollar qui, eux, vont aller à zéro. C'est ça qui me fait rêver. Bon, après, je comprends aussi, c'est pas évident d'aller chercher les infos et tout, même si c'est disponible un peu partout sur Internet. Allez, je continue. Maintenant, avec les ETF sur Ethereum, donc là aussi, bah, écoutez, c'est un peu la douche, hein, la douche froide, avec des flux sortants également sur ces ETF-là, et effectivement, nous avons un total de 11,8 milliards de flux totaux en positif sur ces ETF Ethereum Spot. Et là aussi, quand on fait ben, le dézoom et qu'on regarde un peu les flux cumulés en termes de capitaux entrants sur les ETF d'Ethereum, on est un peu sur la même courbe au final que Bitcoin, rien de surprenant en moyenne. On voit qu'on est plutôt sur une correction légère quand on regarde les flux Ethereum. Donc on va voir bien sûr ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, moi, désolé, mais je ne suis pas du tout inquiet quand je vois cette courbe-là, même au niveau des institutionnels. Parce que derrière ça, quand même, reflète les pensées et l'avenir des institutionnels. Bon, je continue. Cette fois, je passe à Solana. Alors Solana, ça y est, ils ont eu quand même trois jours, c'était exceptionnel, hein, dans le rouge. Donc là, pour Solana, vraiment, c'était grave, hein, clairement, parce qu'ils avaient fait quand même plusieurs semaines dans le vert, en fait. Et donc, bon, c'est assez une semaine plutôt positive quand même malgré tout sur Solana, puisque les flux quand même totaux entrants de 873 millions de dollars. Donc, Solana, plutôt, ils encaissent très bien le choc de la période. Et par contre, ceux qui ont dévissé, là, c'est XRP. XRP a totalement dévissé parce qu'on est passé quand même de 1500 millions de dollars de flux entrants, hein, de capitaux sur XRP à 970 millions. Donc, on a perdu un tiers en fait de la capitalisation des flux sur les ETF XRP. Donc là, objectivement, oui, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour XRP, hein. Je suis désolé de vous dire ça, je suis moi-même hein, dans XRP, mais je vais pas vous vendre du rêve. On reste objectif. Bah, là, effectivement, attention, XRP, ils ont pris très cher. Alors après, bon, c'est nouveau, il y avait moins de capitaux, mais quand même, là, on a un tiers qui ont sauté en une semaine sur les flux. Hmm. Donc ça, c'est pas bon hein, du tout. Et clairement pour XRP, mais après, bien sûr, on va voir comment ça se comporte par la suite, parce que si c'est indexé sur les prix, tout ça, bon. Voilà. Donc oui, attention à ce phénomène-là, effectivement, bien plus que sur Ethereum et Bitcoin également. Voilà, allez, je continue, hop. Donc là, maintenant, je suis passé full sur Bitcoin. Vous expliquez, enfin, faire un peu le constat des faits qui s'est passé cette semaine. Donc déjà, premier article de cryptost.fr, un trou noir. L'homme qui avait prédit la crise de 2008 lance un avertissement sur le Bitcoin. Donc je trouve très intéressant de voir que là, on a un consensus, effectivement, sur tous les analystes, enfin, beaucoup en tout cas, les trois quarts, hein, sur le Bitcoin, et notamment en plus Michael Burry quand même qui est très connu et qui s'est fait connaître pour avoir effectivement apparaître dans The Big Short, au final le film, vous savez, puis avec quelques investisseurs chevronnés qui avaient prédit la crise des subprimes. Et donc là on a Michael Burry
tout simplement qui prévoit un massacre de dominos sur le Bitcoin et donc bon ben Bitcoin qui s'effondre entre guillemets hein. Alors après il n'a pas donné de prix exactement donc on va voir tout ça mais il prévoit des scénarios écœurants qui sont désormais à portée de main et donc il n'existe aucune raison organique qui justifierait que le Bitcoin ralentisse ou stoppe sa chute. C'est quand même mal connaître, ça qui est décevant, le Bitcoin. Parce que quand on regarde l'historique du Bitcoin, le Bitcoin nous a déjà fait du moins 50 à moins 60% en quelques mois. Il suffit de voir les cycles passés, encore une fois, du Bitcoin. Bon, donc après, Michael Burry, il a quand même vu les choses. Là, si on peut vraiment lui tirer le chapeau, c'est qu'il a déjà lancé l'alerte en décembre dernier. Donc c'était quand même avant la méga chute qui est en train de se dérouler en ce moment. Bon, après, le Bitcoin est en train de remonter au moment où je vous parle, mais bon, c'est tellement volatile que moi, je considère voilà, qu'on est encore largement en correction, c'est clair. Et donc, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il explique que selon lui, une nouvelle chute de 10% du cours du Bitcoin conduirait à des milliards de dollars de pertes pour stratégie. Et c'est le cas, parce que j'ai un autre article, mais après, bon, on en parlera et je vais vous rassurer là-dessus parce que j'ai un fin mot de l'histoire. Effectivement, cette entreprise stratégie est à 12,4 milliards de dollars de pertes latentes. Je dis pourquoi c'est de non réalisées, hein. Ils n'ont pas pris ces pertes-là. C'est-à-dire que s'ils vendaient maintenant leur Bitcoin, ils seraient effectivement en perte de 12,4 milliards de dollars. Bon, mais là, c'est mal connaître quand même justement le fonctionnement, et je vais vous montrer après comment et pourquoi, de l'entreprise de Michael Saylor, avec justement ses garanties sur ces chutes du Bitcoin. Alors, en tout cas, Michael Saylor, il avait prévu ce genre de volatilité. Il a expliqué comment il pourrait, malgré tout, s'en sortir. Voilà, j'en parlerai. Très intéressant. Donc, on voit que c'est bon, c'est assez mitigé son avis. En tout cas, voilà, il semble que jusque 1 milliard de dollars de métaux précieux aient été liquidés à la toute fin du mois en raison de la chute des prix des cryptos. Bon, ça, je suis désolé, mais ça colle pas trop. Donc là, il parle aussi de la tokenisation et du lien avec l'or. Voilà, là par contre, moi ça ne me parle pas de faire le lien entre crypto et métaux, puisque justement ça a été l'inverse. C'est bah, quand le Bitcoin chutait, nous avions l'or et l'argent qui explosaient. Je l'ai vu en direct. Voilà. Bon, après, Michael Burry, il est très bien, il est très bon, mais il a avoué lui-même, et vous pouvez taper sur Internet hein, et voir les articles, il a fermé son fonds, vous savez, la Sion Company, là avec laquelle il avait fait fortune sur la crise immobilière, la crise des subprimes de 2008, mais il l'a fermé récemment parce qu'il a avoué lui-même qu'il ne comprenait plus les marchés. Et effectivement, ça se ressent dans ses propos parce que je trouve qu'il n'y a pas de, ça ne résonne pas quand il fait le lien entre l'or, l'argent et le Bitcoin. Et donc, il explique en fait que la chute des cryptos entraîne la chute de l'or et de l'argent. Bon, voilà, c'est pas ce que j'ai constaté personnellement. Après, à vous de faire vos recherches, hein, mais je ne partage pas cet avis. Mais je trouve que c'est aussi très intéressant d'avoir cet avis-là, quand même d'une personne chevronnée dans les investissements. Et comme ça aussi, vous pouvez également vous-même vous faire votre propre opinion. Enfin voilà, donc, je vais le mettre en évidence. Ensuite, je continue. C'est là où c'est intéressant. On atteint vraiment des sommets de peur avec des raisons précises, hein. C'est pas, c'est justifié quand même. Parce que là, vous avez un tweet d'Arkham qui montre que ça y est, pour la première fois depuis en fait 2024, nous avons atteint le prix en fait du Bitcoin qui est descendu temporairement du coup, parce qu'il est remonté ensuite à en dessous du l'ATH du pic de 2022. Voilà, donc ça c'était une première depuis du coup 2020, enfin, fin 2024, depuis 2 ans en fait. Allez, je continue. Et du coup, là, ça, voilà, pareil, on a aussi une corrélation très intéressante d'un tweet de CoinDesk où on fait en fait la corrélation entre les profits sur le Bitcoin, également les pertes. Et donc, il y a toujours eu un consensus d'indicateurs qui disait qu'au moment où en fait le Bitcoin chutait, eh bien, on avait donc une prise de perte, entre guillemets, et donc au moment où il y avait un croisement de ces deux courbes, eh bien, ce serait quelque part le bottom, et puisqu'après, derrière, ça repart à la hausse pour les profits, etc. Logique, puisque bon, c'est un cycle perpétuel, hein. Quand ça monte, bien, vous avez des prises de profit et vous avez des portefeuilles positifs. Et quand ça baisse, ben, vous avez des pertes, en fait, puisque vous avez des gens qui vendent à perte. Donc, c'est tout à fait logique de voir ces croisements.
Et là, vous voyez qu'effectivement, on est en train de suivre en fait les schémas passés historiques, notamment, vous voyez, avec le pic de croisement entre 2022 et 2023, souvenez-vous, en fait, c'est le bear market, et 2018 et 2019 de l'autre côté. Donc là, on est en train de réaliser de nouveau cette performance. Après, on va voir ce que ça donne hein, par la suite. Ça peut rebondir, on ne sait pas. Mais j'ai trouvé aussi intéressant de montrer pourquoi là, ça commence à paniquer là, sur l'ensemble de la cryptosphère. Ensuite, je continue. On a un RSI, effectivement, vous savez, l'indicateur RSI qui est plus bas que le bear market de 2022. Voilà, donc là, on voit qu'ici, on n'a jamais atteint ce RSI, mais sur les 6 dernières années, en fait. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'instant T, qu'on a eu ce cas de le Bitcoin, on a vraiment un épisode de survente totale. Et ça colle avec surtout le flash crash qu'on a eu encore une fois sur le Bitcoin. Bon, donc je continue, vous avez vu, ça s'enchaîne, hein. Là, je suis désolé, je suis pas sympa, mais bon, en même temps, après, je vous prépare aux nouvelles, après, je donne mon avis sur la suite des choses et tout. Enfin, je vous spoil déjà, tout positif pour moi, quel que soit l'alternative court terme. Je vais vous dire pourquoi moi je reste ultra confiant et ultra bullish sur le Bitcoin. Après, à libre à vous de partager ou non mon opinion, mais en tout cas, je trouve que c'est important de mettre l'effet négatif entre guillemets et avec l'effet positif et comme ça vous faites votre mix et vous choisissez en fait voilà le scénario pour vous quoi entre guillemets hein. Avec votre profil d'investissement encore une fois, stratégie parce qu'on est tous différents, on capte pas tous la même chose de la même façon, donc c'est important voilà de faire tout ça. Bon, allez, je continue. Donc là, maintenant, on attaque un petit peu les bonnes nouvelles, entre guillemets, et vous me faire vraiment la dissonance entre le court terme et le moyen long terme. Donc là, vous voyez, bah, j'ai un truc de H-Crypto, tout simplement, qui fait référence à, en fait, un tweet de JP Morgan, donc une annonce de JP Morgan, qui estime que, tout simplement, le Bitcoin est maintenant, hein, plus attractif que l'or sur le long terme. Je sais pas si quand même vous réalisez les propos de la banque JP Morgan, qui effectivement, enfin, c'est une banque qui brasse 4 trillions de dollars. C'est une banque qui nous a toujours dit que le Bitcoin, il fallait surtout pas y rentrer parce que c'était de la daube, en gros, hein, on fait les termes vulgaires et courts et précis. Et maintenant, au moment où vous avez une chute comme ça du Bitcoin aussi forte, et que vous avez un consensus de bear market, la même banque vient nous dire, ouais, bah en fait, tranquillement, hein, le Bitcoin, il est plus attractif que l'or en fait, hein. Mais ça, on a mis 10 ans, 14 ans pour le découvrir. Bon. Donc c'est là quand même, on se dit, il se passe quelque chose dans la tête des institutionnels. Voilà. Et donc, je continue, maintenant je continue. Donc là, j'ai toujours un article de cryptost.fr. Effectivement, ce que je vous disais avec les chiffres des ETF que je vais montrer sur Farside Investor, eh bien, ça a été tout à fait noté ici. Les détenteurs d'ETF Bitcoin résistent à la baisse du Bitcoin. Je vous ai montré la courbe cumulée des ETF Bitcoin Spot avec les flux entrants, tout à fait criant de vérité. Donc on voit bien que le Bitcoin enregistre une baisse importante et continue, désormais positionné sur le niveau des 70 000 dollars, de quoi faire fuir les investisseurs les moins résistants. Tout à fait ça. Donc, mais visiblement pas les détenteurs d'ETF qui restent en grande majorité positionnés malgré l'actuel drawdown. Et vous avez compris que les détenteurs d'ETF, je vous l'ai déjà dit, en grande majorité, ce sont les entreprises et les institutionnels. Donc pendant que on se fait défoncer, clairement, les particuliers, vous, moi, euh, émotionnellement, machin, enfin, et tout, et ben, et que on peut être soumis à la panique, voilà, et ben, que font les institutionnels? Presque ils achètent, quoi, en fait. Donc là, pour le coup, vous achetez pas parce qu'on avait quand même une baisse, un recul des capitaux sur les ETF, mais globalement, ils encaissent bien plus fortement, avec bien plus de conviction, la baisse que nous, au final. Voilà. Bon, après, je vous rassure, moi personnellement, j'ai pas tout fait j'ai rien fait, hein. J'ai même racheté. Et moi, si vous voulez savoir, j'ai maintenant une stratégie depuis quelques mois de DCA. Donc tous les mois, en fait, j'investis dans le Bitcoin, même Ethereum et bien sûr, les crypto-monnaies que je vous montre là, quoi. Simplement, hein, parce que j'y crois. Ouais, je peux pas vous vendre du rêve ou machin. Non, c'est juste que moi, personnellement, je crois à ces objectifs-là et je vous explique pourquoi, simplement dans mes vidéos, quoi. Voilà.
Mais du coup, on voit quand même que sur les faits, les institutionnels sont vraiment avec une stratégie du long terme, eh bien, ils y croient beaucoup plus que nous. Et en plus, on a quand même des propos de la banque JP Morgan, ça fait rêver quand même au moment où tout se casse la gueule. Ça, c'est drôle quand même. Bon, voilà. Donc je continue, hein, je continue, vous allez voir. Et là, c'est très intéressant, cryptost.fr toujours, stratégie, le Bitcoin devra plonger à 8 000 $ avant de poser des problèmes de bilan. C'est là où c'est très intéressant. Alors après, vous me direz, bah, il faut, si vous voulez prendre pour argent comptant la parole, entre guillemets, du PDG de la société Stratégie, bien évidemment de Michael Saylor, parce que eux, ils déclarent effectivement que pour qu'ils soient en danger, eh bien, il faut que le Bitcoin atteigne les 8 000 $. Ce qui, je pense, enfin, avec conviction quand même, que c'est très peu probable qu'il puisse atteindre les 30 000, allez, les 25 000 $ dans un cas de grosse flash crash, ok, mais 8 000 $ avec les institutionnels qui sont à guetter comme des malades, mais pour eux, mais si vous avez chacun 8 000 $ le bitcoin, mais ils rachètent tous les bitcoins et ils rachètent les 21 millions de bitcoins d'un coup, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas possible, en fait. Voilà. Ou alors, il y a une cyberattaque massive, il y a plus d'humains, enfin, j'exagère, hein, mais une troisième guerre mondiale qui détruit tout Internet, voilà, bon, ok. Mais bon, ça, le Bitcoin, là, dans ce cas, sera le cadet de notre souci, hein, voilà. Donc, pour vous dire, c'est très intéressant et je fais le lien du coup avec les propos de Michael Burry et je rejoins tout à fait cet avis-là de pourquoi je ne suis pas d'accord avec l'avis de Michael Burry sur le Bitcoin et sur le fait que seulement 10% pourrait couler au final stratégie. Mais après, c'est encore une fois à condition que les propos de stratégie et du PDG de stratégie soient véritables. Et là, ils disent que c'est à 8 000 $, mais est-ce que c'est vraiment 8 000 $ et c'est pas plutôt 70 000 $, 60 000 $? Ça, effectivement, ça reste à voir. Mais dans leurs propos, et ça a été détaillé dans l'article notamment, eh bien, effectivement, vous avez donc, voilà, et ils expliquent pourquoi donc le PDG hein, de donc, Pong Lei, PDG de stratégie, il explique ici, donc dans un tweet, dans un scénario de baisse extrême, si le prix du Bitcoin chutait de 90% pour atteindre 8 000 $, ce serait le point auquel notre réserve de Bitcoin serait équivalent à notre dette. À partir de là, nous ne serions plus en mesure de rembourser nos obligations convertibles et nous devrions alors envisager une restructuration, l'émission de nouvelles actions ou l'émission d'une dette supplémentaire. Autrement dit, en gros, là, il serait insolvable, mais en plus, même dans ce cas-là, c'est ce qu'il explique en tout cas Fong Lé, eh bien, ils auraient des solutions, notamment avec l'émission d'une dette supplémentaire ou de nouvelles actions. Bon, donc on est très loin d'avoir le cas extrême de panique totale sur notamment stratégie, la faillite de stratégie pour quelque chose qui serait en dessous des 70 000 $ pour le Bitcoin. Bon, voilà, donc ça a été quelque chose, on voit, qui a été réfléchi par les dirigeants de stratégie sur cet aspect-là de volatilité du Bitcoin. Et encore heureux qu'on connaît justement la volatilité du Bitcoin, sinon on se poserait quand même des questions sur les compétences quand même des stratégies de Michael Saylor, quoi. Voilà. Allez, je continue, donc plutôt rassurant. Cointribune.com, voici pourquoi le Bitcoin demeure un placement sûr malgré la crise, selon Tim Draper. Et là, c'est l'article pour moi le plus intéressant qui sort et qui, pour moi, résume parfaitement pourquoi je reste moi personnellement très confiant sur le Bitcoin, sur le moyen long terme, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois depuis quand même quelques semaines dans mes vidéos. C'est voilà, c'est en pleine tourmente financière, deux figures majeures de la crypto-monnaie, donc Tim Draper et Samson Mow, voient dans le Bitcoin une chance unique. Alors que son cours chute à 69 000 $, ces experts estiment que la graine crypto reste sous-évaluée et prometteuse. Et donc, là où c'est très intéressant, c'est qu'ils déclarent en fait, en bref, dans leur article de cointribune.com, que le Bitcoin est une valeur refuge plus sûre que les banques traditionnelles et les gouvernements. Et ça, si vous suivez mes vidéos quand même depuis quelques temps, on ne peut que quand même le constater quand je fais le parallèle, notamment avec la valeur des monnaies fiduciaires, notamment l'euro, le dollar, le yen, qui se font défoncer en ce moment quand on le compare par rapport à l'or, notamment et à l'argent. Ben, pourquoi l'or explose autant en ce moment en termes de valeur? C'est pas parce que c'est lui qui augmente en termes de valeur intrinsèquement. Non, c'est parce qu'en fait on assiste à la dévaluation majeure
des monnaies comme l'euro, le dollar, le yen. Et donc, on a l'impression que c'est l'or qui prend de la valeur, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Ce sont nos monnaies comme l'euro qui chutent drastiquement vers l'infini. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a une telle inflation aussi également que l'on connaît chaque année. C'est qu'on a l'impression qu'on s'en sort pas. Peut-être qu'avec les courses, les machins et tout, ça continue tout le temps d'augmenter. C'est parce que c'est pas également les produits du supermarché qui augmentent réellement en termes de valeur. C'est juste la valeur de notre euro qui s'effondre, simplement. Et si vous voulez avoir un exemple précis de comment on s'est fait douiller avec l'euro, bah, il suffit de faire la comparaison entre le pouvoir d'achat quand on était en francs et quand on est en euros. On a eu un x7 d'inflation d'un coup avec le passage entre le franc et l'euro, puisque 1 euro est égal à 7 francs. Sauf que la baguette de pain, quand on était en francs, était à 1 franc. Aujourd'hui, la baguette de pain, elle a plus d'1 euro. Donc en gros, on s'est fait douiller, quoi. Désolé de le dire comme ça. Et ça, c'est merci les gouvernements et les banques centrales. Voilà. Donc le Bitcoin, qui n'est pas dirigé par une banque centrale, euh, qui a pas de gouvernement, qui est aux manettes, pas centralisé, et bien tout à fait échappe à cet aspect-là. Alors il est très volatile, c'est clair que ça c'est un inconvénient majeur, on est d'accord, surtout quand on voit ce qui se passe en ce moment, ça donne raison à cet aspect de peur sur la volatilité, tout à fait. Mais par contre, sur le reste de valeurs refuge, de décentralisation et de sortie du système qu'on connaît, même de débancarisation, il est parfait. Et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec Chin Draper notamment. Ensuite, vous avez Samson Mow, donc estime que le Bitcoin est sous-évalué et devrait atteindre 110 000 à 120 000 dollars selon des indicateurs macroéconomiques. Alors ça, moi, je sais pas du tout, hein, je suis pas expert en, en indicateurs techniques, macroéconomiques, tout le tralala. Mais bon, vous avez après plusieurs avis qui divergent, donc libre à vous de chercher qui est Samson Mao et de vous faire votre propre opinion. Voilà. Et donc là où c'est par contre intéressant, et là moi par contre je suis plus prudent qu'eux, c'est qu'ils expliquent que là on est déjà à la fin du bear market. Et ils voient dans le Bitcoin une révolution monétaire en marche. Ça, je suis d'accord. Voilà. Donc, pour faire le résumé en gros de mon avis là-dessus, parce que après je passerai à Vétienne, eh bien, c'est que le Bitcoin, sur le court terme, je ne sais pas. Il peut aller à 30 000 dollars, enfin 50 000 dollars, 30 000, ça fait vraiment pas beaucoup, mais 50 000 dollars, je ne serais pas du tout surpris, là. Vu l'état dans lequel on est aujourd'hui, en plus, je me demande s'il n'y a pas de la manipulation aussi, la part même des institutionnels, comme par hasard, à un moment où on a un système géopolitique et monétaire totalement dégueulasse. Voilà. Ça, c'est ce que je dis quand même depuis un petit moment, c'est que là où par exemple, je vois, il y a beaucoup d'influenceurs crypto, c'est bon, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, ou de personnes qui sont experts dans vous savez, les courbes techniques et tout. Bon, moi, je connais rien, je vais pas me lancer là-dedans, donc je vous laisse libre à vous faire vos propres recherches, et d'avoir des personnes, des experts là-dedans qui peuvent vous dire. Mais enfin, ce que j'ai remarqué sur ces personnes-là, c'est qu'ils oublient beaucoup, c'est la situation géopolitique hors Bitcoin. C'est-à-dire, par exemple, on parle beaucoup de cycles historiques passés, notamment avec les performances passées, tout ça, mais les contextes géopolitiques et monétaires, surtout monétaires notamment, eh bien, n'étaient pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le même bordel en 2021-2022 avec l'euro, le dollar, tout ça. On se posait même pas la question de est-ce que ça allait tomber, est-ce que ça allait s'effondrer. On se posait pas la question non plus avec la débancarisation. En tout cas, moi, personnellement, je me posais même pas la question. Est-ce que je vais débancariser pour échapper à l'euro? Je me posais pas toutes les questions que je me pose maintenant, en mode, est-ce que je mets de l'euro maintenant dans le franc suisse? Enfin, j'en suis là, quoi. Je pense que nombre d'entre vous se posent notamment la question. Voilà. Si vous regardez ces vidéos, c'est pas pour rien, quoi. Donc, ça a changé. Et donc, c'est tout à fait ce que dit notamment Tim Draper, c'est que le Bitcoin, bah, dans cette révolution monétaire, entre guillemets, bah, il est parfaitement inscrit. Donc, forcément, il attire la liquidité. Et je pense que aussi, quand on va avoir, parce que là, je l'ai pas mis, mais également tout ce qu'il appelle de régulation aux États-Unis, c'est pas encore fait, mais ça va être bientôt officiel, hein, dans les mois qui viennent. Je pense que là aussi, on va avoir un autre signal majeur de la part des institutionnels. Et là, je pense, je serais pas étonné qu'on ait un tsunami de capitaux qui va venir se déverser dans le Bitcoin, justement parce que les institutionnels vont avoir quelque part l'accord, le feu vert du gouvernement donc américain pour investir officiellement avec les garanties nécessaires dans le Bitcoin, tout en échappant en plus à la chute du dollar.
Et quand on voit en plus que là, Trump, il a fait chuter le dollar, puis après il l'a fait remonter avec quelques tweets, quelques propos, mais on rigole, quoi. Hein, donc on voit qu'aujourd'hui, personnellement, c'est mon avis, encore une fois, je dis c'est mon avis, il y a moins de risques pour moi, hein. Et je dis ça en plus au moment où le Bitcoin il est en train de se casser la figure. Alors, vous voyez, quand même, je n'ai pas peur de dire les choses. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a moins de risques à investir dans le Bitcoin malgré la volatilité aujourd'hui que d'investir, en fait, de placer son capital en euros. Voilà. Parce que l'euro, vous êtes sûr, de toute façon, de voir votre épargne fondre petit à petit à cause de l'inflation. Et si en plus on a des événements géopolitiques comme notamment la Russie, la guerre, machin, enfin je trouve du bois, mais c'est pas de bois, mais enfin voilà, vous avez compris. J'espère pas, mais si on a une troisième guerre mondiale et que les frappés qui nous dirigent, qui veulent absolument faire la guerre contre la Russie, bon, bien vous avez compris que là on va être comme dans le scénario à l'Iran, c'est-à-dire que vous allez vous coucher le soir et le lendemain vous allez avoir l'euro comme la monnaie iranienne lors de la révolution qui va chuter le matin, vous allez vous réveiller, bah, vous aurez moins 45% en fait dans votre patrimoine parce que l'euro va se faire flinguer. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, avant c'était complotiste, maintenant c'est de l'ordre du possible en fait. Et là, c'est là la différence entre, je pense, le cycle bull run, parce que bon, moi je pense que malgré tout, ce qui se passe aujourd'hui, on reste en bull run, dans le sens macroéconomique du terme, du coup. Ah, voilà, et peut-être pas en cycle historique passé, effectivement, tout ça, non. Mais maintenant, on est dans un méga bull run dans le sens où le Bitcoin n'est plus un actif uniquement spéculatif. C'est une monnaie qui permet de débancariser et et de protéger son épargne. Et ça, c'est, je pense, maintenant le numéro un sur l'attrait de capitaux sur le Bitcoin. Voilà, c'est tout. Bon. Après, libre à vous hein, de faire votre propre opinion. Je dis pas que j'ai raison, hein, c'est mon avis. Bon. Mais je pense que les faits, franchement, je pense que l'avenir, malheureusement, quand je vois la situation, le bordel dans lequel on se dirige, voilà. C'est-à-dire que les monnaies fiduciaires, elles vont s'effondrer. Elles sont déjà, en fait, en train de s'effondrer. Et si vous posez la question, oui ou non, bah, il suffit de voir la courbe de l'or. Allez voir la courbe de l'or, vous avez compris qu'on est en train d'assister à un effondrement de l'euro, du dollar et du yen. Et de toutes les monnaies fiduciaires mondiales indexées sur l'or, notamment. Voilà. Bon. Donc là-dessus, moi pour ça, je reste très confiant sur la suite des choses sur le Bitcoin sur le moyen long terme. Et le court terme, bien sûr, bah là, c'est vous lancez les dés et puis vous voyez ce que ça donne, quoi. Voilà. Allez, je continue sur VeChain notamment et les projets, vous savez, indexés sur RWA. Et donc VeChain, très intéressant, donc l'utilité est supérieure à la spéculation. Voilà, les fondamentaux. On en revient encore une fois à la célèbre, je devrais en faire un slogan, c'est les fondamentaux sont supérieurs à la spéculation. Clairement, c'est ça. Et donc là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on ressort sur une étude, enfin sur un classement qui a été fait, notamment ici, avec un tweet de Alcoin ici, c'est que on a donc les rois du RWA ont été listés directement. Et donc en numéro un, vous avez Ethera HBA, effectivement un très bon projet. Chainlink, voilà comme par hasard en deuxième position, Avalanche, Stellar, donc XLM, IOTA, Tia Network, VeChain notamment en septième position, puis Lumerin, je ne connais même pas, Kcoin et Injective. Voilà. Mais ça, déjà, c'est intéressant de voir quand même que VeChain est tout à fait inscrit dans les RWA et surtout, ils sont en septième position. Voilà. Après, ils ont quand même un score assez faible hein, de 21,6 dans la catégorie baisse de l'activité ou développement sur les 30 derniers jours par rapport notamment à Hedera, HBAR et Chainlink. Donc, notamment Hedera, HBAR, ils sont en train de pulvériser tous les records quand on voit le développement d'activité qu'ils sont en train de faire sur les 30 derniers jours. Incroyable. Donc bon, les dérages bar, j'avoue, j'ai pas le temps, les amis, vous avez compris, hein, j'ai pas le temps de tout faire. J'aimerais bien vous faire l'actualité là-dessus également, mais c'est faux. Après, je vais faire des vidéos de 2 heures, donc c'est pas possible. Le vendredi soir, en plus, c'est tout, je peux et tout, mais bon, voilà. Donc, et par contre, Chainlink, vous voyez également, là aussi, Chainlink, alors là, j'hallucine. Je vois également, là, en ce moment, des nouvelles du Sud. Clairement, on dit Chainlink, c'est de la daube, en fait. Franchement, des fois, je me dis, ben, c'est mérité de rater les trains, quoi, en gros. Quand je vois des,
les choses comme ça, là, quand on voit le projet, le développement, ce qu'ils sont en train de créer, les partenariats et tout, incroyable. C'est vraiment le focus sur les prix. C'est vraiment dommage, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se mordre les doigts dans quelques années, alors, pour quelques mois, quelques années, d'avoir raté le train du RWA parce qu'ils sont trop focalisés sur le prix des choses, hein. Voilà. D'où l'importance vraiment d'avoir votre propre expertise, c'est-à-dire vraiment de connaître les objets, les projets sur lesquels vous investissez et de ne pas vous concentrer sur les prix et l'émotion du coup, forcément. Avec les wagons russes, oui, les wagons russes, ouais. Voilà. Bon, allez, je continue sur VeChain notamment. Donc là, VeChain, si je fais rapidement le topo, on est sur 5050 nouvelles adresses là en 24 heures. On voit quand même qu'on a une baisse de momentum, hein, sur l'utilisation de l'écosystème de VeChain. Nous sommes à 14 622 000 adresses connues sur l'écosystème de VeChain. Et au niveau de la TVL, on est vraiment à la ramasse, hein. Il faut le dire, on est à la ramasse. C'est-à-dire qu'en termes de dollars, bah là en plus avec la chute, bah, ça continue, donc forcément c'est un massacre sur VeChain, mais à la tronçonneuse, faut le dire. Et en termes de nombre de VeChain, par contre, ça repart à la hausse, voilà, légèrement à la hausse. Bon. Donc en termes de nombre de VeChain, on s'en sort pas trop mal. Par contre, en dollars, bah, le jeton VeChain se fait défoncer, donc forcément, bah, c'est la razzia. Bon, après, encore une fois, là, je pense qu'il faut viser le long terme. J'ai déjà dit en plusieurs fois dans mes vidéos, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais VeChain, c'est vraiment, ils doivent se concentrer sur maintenant, de nouveau, sur les partenariats industriels, etc. Bon, mais là aussi, très bon projet. Vous avez vu, on est en termes de développement, ils sont en septième position. Bon, voilà, il n'y a pas y a pas de catastrophe. Il faut juste attendre, notamment maintenant que le narratif RWA, je pense, paye un petit peu. Et là, on va en parler parce qu'on va rentrer dans le dur du RWA, ça rigole plus, notamment avec Hondo Finance, et notamment les actions tokenisées qui continuent de grossir au niveau du RWA. Donc on voit bien que là, on a une dissonance totale entre les prix et les personnes qui se focalisent majoritairement sur les prix, et de l'autre côté, les institutionnels, les entreprises qui continuent en fait alors, soit d'investir ou qui sortent moins leurs capitaux de la crypto en ce moment, mais surtout qui continuent d'investir dans des produits et dans de la création de valeur sur notamment la tokenisation des actifs. Malgré la baisse, et on va voir les chiffres, c'est totalement délirant, hein, ce qui se passe. En plus, alors, on est notamment en consensus de bear market, encore plus délirant. Donc, ce qui se passe avec Hondo, regardez, c'est que depuis le lancement de la Hondo Global Market, eh bien, on a dépassé les 10 milliards de dollars de volume, vous voyez, un tout confondu sur la plateforme Hondo Global Market. Donc, on voit qu'on a une accélération vraiment de l'utilisation de cette plateforme et donc de l'utilisation du RWA grâce à Hondo Finance. Ensuite, j'ai continué. Souvenez-vous, on a eu, je vous ai parlé de tout ce qui est le Hondo Global Summit. Et donc, ça y est, on a eu le Hondo Global Summit avec tous les meilleurs, les leaders de la finance traditionnelle qui ont été conviés et qui sont venus, hein, notamment à ce Hondo Summit, hein, on voit ici. Et notamment, là, on a quelque chose d'intéressant. On a l'interview, entre guillemets, par par l'hôte du Hondo Summit de BlackRock, notamment de la représentante de BlackRock. Et donc, ils expliquent en fait rapidement, et BlackRock en fait donne son avis à travers sa représentante, pourquoi la tokenisation, le modèle de tokenisation de Hondo est le nouveau standard de l'or. En fait. Dingue. Et donc, elle explique, cette personne donc, de BlackRock, en fait, je sais même pas qui c'est, quelle est sa position à BlackRock, mais elle explique qu'elle pense que you guys, c'est-à-dire vous, Hondo, vous avez mis en place quelque chose, un standard, carrément, qui est un standard de l'or, au final, pour tout ce qui est la représentation des prix tokenisés. Bon. Donc, en gros, c'est le nouveau modèle standard, c'est la tokenisation des actifs mis en place avec un modèle d'Hondo Finance. Donc l'élite, c'est Hondo, quoi, en gros. Et donc là où c'est très intéressant, et c'est là où je vous dis, on a vraiment, vraiment une dissonance totale en ce moment entre les prix et les fondamentaux, c'est que maintenant on arrive avec un marché de plusieurs trillions encore de dollars, je veux dire, on augmente encore les trillions de dollars, c'est déjà fort, mais là on passe encore à un autre niveau, c'est qu'on a l'arrivée des perps sur le RWA grâce à Hondo. Et d'ailleurs, ils ont même ouvert une branche, entre guillemets, même Twitter, où ils appellent le Hondo Perps. D'ailleurs, c'est nouveau, voilà, follow, voilà. Bref.
mais pas fait. Mais du coup, en fait, c'est tout nouveau, ils ont 1000 followers, on voit que c'est ça, mais ils viennent de créer une plateforme PERPS, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le PERPS? Notamment, il faut savoir que vous avez la possibilité, notamment dans la finance traditionnelle, à travers le PERPS, de mettre en gage des collatéraux, notamment ça peut être n'importe quoi, des actions boursières, votre or, alors bien sûr, tout en papier, hein, bien évidemment, votre argent, les commodities, tout. Voilà, en échange justement de leviers en x20, par exemple, jusqu'à x20 ici, c'est marqué, pour faire du trading en fait. Bon. Et donc c'est là, on passe dans le marché dérivé, mais pur et dur. Bon. Et donc là, jusqu'à ce jour, avant les Hondo Perps, notamment qu'on voit ici, eh bien, il n'y avait pas sur le marché crypto de possibilité de faire une concurrence au marché traditionnel sur les perps, et sur les leviers, notamment en x20, sur des collatéraux. Il n'y avait que la possibilité de le faire ça, effectivement, mais sur les stablecoins, donc USDT, USDC, tout ça, donc c'est moins intéressant pour les personnes qui obtiennent, qui possèdent de l'or en papier, machin, tout ça. Sauf que là, Ondo, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont mis donc le PERPS, donc avec des leviers jusqu'à x20, d'ailleurs c'est même écrit en gros là, sur les actions tokenisées, mais également même sur les métaux précieux tokenisés, donc l'or et l'argent tokenisés. Donc là, on arrive à un niveau où, en fait, la tokenisation et les services de tokenisation arrivent à des niveaux standards aussi forts et aussi puissants que la finance traditionnelle. Sauf que vous avez d'un côté la finance traditionnelle qui est obsolète sur beaucoup de points, notamment eh bien, tout ce qui est, vous le savez déjà, les frais de gaz, enfin moi je dis frais de gaz, en fait c'est les commissions bancaires, etc., sont très chères. Vous n'avez pas de disponibilité de liquidité H24, 7 jours sur 7, alors que sur la blockchain et grâce à Ondo Finance, eh bien oui, au niveau des actions tokenisées. Voilà, donc vous avez des avantages majeurs sur la tokenisation des actifs, mais jusqu'à ce jour, jusqu'à Ondo Pair, vous n'aviez pas la possibilité de mettre en gage des collatéraux intéressants au niveau de la tokenisation d'actifs. C'est fini, grâce à Ondo, ça y est, on y est. Donc là, c'est encore un marché de plusieurs trillions de dollars qui va être débloqué. Et donc, vous avez des institutionnels qui n'étaient pas très intéressés par la tokenisation, en fait, à cause de cette limitation, finalement, de produits, qui maintenant vont désormais forcément aller sur la tokenisation des actifs, puisqu'ils ont plus d'avantages à y aller que de ne pas y aller, comme avant. Vous avez compris? Donc là, on a encore quelque chose où le RWA va péter, parce que là, vous avez compris, avec les leviers, machin, bon, on n'a pas fini, quoi. Là, c'est des trillions et des trillions de dollars qui vont être brassés tous les jours. Allez. Donc je continue, et effectivement, ça se retranscrit dans la TVL hein, de Hondo, puisque regardez, ça continue de péter. Là, on est déjà à 2,56 milliards de dollars de TVL locked sur Hondo. Incroyable. Vous voyez ce qui se passe. Alors après, en termes de d'ETH, ça c'est en dollars, et en termes de d'ETH, regardez-moi ce massacre. Voilà. Donc en termes d'Ethereum, hein, parce que je rappelle que c'est basé également sur la blockchain Ethereum au niveau du RWA, eh bien la total value lock est en train de littéralement exploser. Alors après, c'est vrai qu'on a eu une perte des prix au niveau d'Ethereum, donc je pense que ça y a joué là récemment, mais quand même, il se passe quelque chose quoi sur Ondo. Vous voyez que là, il se passe le truc est en train de décoller, et encore, on n'a même pas, je veux dire, on n'a même pas encore officiellement démarré le Ondo Perps avec les capitaux qui vont être impactés, tout. Ondo est en train vraiment de conquérir des parts de marché, mais de façon impressionnante sur le RWA. Donc je pense vraiment que si, après je m'engage un peu peut-être, hein, je suis désolé, mais c'est ma conviction personnelle, quand je vois les fondamentaux, quand je vois le Ondo Summit, vous avez tous les institutionnels qui ont passé de la pommade hein, sur le projet Ondo, entre guillemets, en leur cirant les pompes, pour être poli, et quand je vois la TVL comme ça, et derrière les fondamentaux qui arrivent, j'espère que les prix vont baisser pour pouvoir en racheter, quoi, en fait. Ah oui, voilà, quand je vois ça, c'est incroyable. Bon, donc on y est, quoi. Le RWA est en train de décoller, c'est ça qui est en train de se passer. Et donc je continue, parce qu'il n'y a pas que Hondo qui est sur la bonne voie, il y a Chainlink également. Chainlink, ça y est, ils ont fait annoncer un partenariat avec Lombard. Donc Lombard Finance, et toutes les semaines, on voit qu'on a vraiment, de la part de Chainlink, de nouveaux partenariats annoncés, et avec des partenariats qui représentent des milliards de dollars en termes de TVL ajoutés.
en termes de TVS, parce que c'est la Total Value Secured, notamment pour Chainlink, là-dessus. Pareil pour Morph, notamment, qui a annoncé intégrer la technologie CCIP, donc interopérabilité, avec un enjeu, donc 2,1 milliards de dollars, sur Chainlink également. Donc là, il y avait Morph, et puis on parle également, donc là c'est intéressant, de tout ce qui est, là je l'avais pas mis, mais tout ce qui est piratage, c'est dans la crypto, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais bon, on y est. Et l'avantage des Chainlink, justement pour éviter et pour renforcer la sécurité et empêcher le piratage, non, du moins les faiblesses dans la blockchain sur certains projets. Et donc c'est vrai qu'il rappelle que plus de 2,8 milliards de dollars ont été perdus à travers en fait des failles de sécurité cross-chain, donc inter-blockchain. Et donc grâce à Chainlink et à leur infrastructure, notamment justement, ils permettent de sécuriser cet aspect-là et de ne plus permettre les failles, notamment qui permettent aux hackers d'ailleurs de siphonner les fonds au niveau de l'interopérabilité. Et donc, ils expliquent que voilà, il y a un problème en connectant les, il y a une faille en connectant les blockchains, et bien eux, à travers leur infrastructure et leur technologie, CCIP notamment, eh bien ils arrivent simplement à empêcher les failles grâce à des audits compréhensifs, une infrastructure qui a été déjà testée et qui est connectée, qui permet la connexion entre les blockchains de façon sécurisée, les réseaux Oracle décentralisés, puisqu'en fait tout est décentralisé. Donc ça veut dire que la connexion entre blockchain décentralisée et notamment les systèmes de la finance traditionnelle, comme Chainlink est maître dans l'art de l'interopérabilité des data là-dessus, et bien justement ce qui permet d'assembler tout ça sans problème au final et sans du coup faille possible de la part de hackers. Et c'est là où c'est intéressant parce que du coup Chainlink ils prennent tout leur sens dans tout ce qui est tout simplement l'infrastructure mondiale de d'interopérabilité et d'interconnexion entre les blockchains et la finance traditionnelle au niveau des données, bien sûr au niveau des data. Voilà. Donc c'est pas rien quand même ce qui est en train de se passer là. Au moment où ça part en vrille au niveau des prix, vous avez toujours les fondamentaux qui sont d'autant plus solides. Alors après là où c'est intéressant quand même, faut montrer, c'est notamment la TVS. J'ai mis la main sur la TVS, donc la Total Value Structure de Chainlink, à ne pas confondre avec la TVL, hein, je rappelle que la TVL, c'est la Total Value Locked, donc c'est la valeur bloquée en termes de fonds de capitaux dans la blockchain. Autrement dit, c'est on dire le suivi des investissements faits sur la blockchain, autrement voilà. Et la total value secured là de Chainlink, c'est vraiment spécifique, notamment aux oracles à Chainlink. C'est en fait la total value qui est donc sécurisée sur la Chainlink, mais pas vraiment par Chainlink. C'est-à-dire que vous avez à travers les partenariats de Chainlink, eh bien, vous avez des montants oui, à chaque fois. Et donc, ces montants-là, à travers les autres blockchains, comme j'utilise Chainlink, eh bien, Chainlink impacte la sécurisation sur ces blockchains en partenariat. Voilà, c'est un peu complexe, hein, mais c'est à peu près ça. Je vais vulgariser. Et donc là, en termes de dollars, eh bien, c'est vrai que là, on a une perte, et je pense que c'est lié également à la chute récente, hein, encore une fois que c'est en dollars, de l'écosystème crypto, mais en termes de TH, on va voir, voilà, en termes de TH, ça reste plutôt jouable, même si on a quand même une baisse depuis enfin depuis juillet 2026, 2025, pardon. Voilà. Donc, mais effectivement, on repart à la hausse. Donc, pour vous dire, pour l'instant, Chainlink, vraiment, c'est un énorme projet. Pour moi, c'est même un des leaders, hein, une des figures de proue du RWA, parce qu'ils sont tout simplement les seuls mais il n'y a pas de concurrence. Voilà, c'est aussi simple que ça dans tout ce qui est les oracles, les tokenisations des data, au final, sur leur secteur, au niveau mondial, avec des partenariats de fou. Donc 2026, vraiment, je pense, ça va être très intéressant pour Chainlink et même pour l'ensemble du RWA quand je vois déjà les fondamentaux qui continuent d'exploser. Maintenant, je passe à Plume, donc le petit dernier du RWA de la finance d'infrastructure. Et donc, ils ont annoncé, ça y est, un partenariat avec notamment le stablecoin, donc fourni par le BDACS. Donc là, on parle d'une entreprise
donc un fournisseur de stablecoin donc coréen, de la Corée du Sud. Et donc, ils ont créé le KRW1, c'est-à-dire un stablecoin spécifique euh, Corée du Sud. Et c'est donc un marché de 19 milliards de dollars qui arrive directement sur l'écosystème, l'infrastructure de Plume. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle de la semaine pour le projet Plume. Au niveau de la TVL, bon, c'est pas fameux toujours, hein, j'ai déjà prévenu il y a 2, 3 semaines que le projet Plume, au niveau en dollars, la TVL est totalement massacrée. On a eu vraiment une chute d'un coup là, c'est quand même assez brutal et inquiétante. On est passé de 162 millions à 18 millions, et là encore ça continue de baisser, maintenant on est à 14 millions. Bon, ça c'est inquiétant. Là pour le coup, je vous le dis, clairement, faites attention, si vous êtes sur Plume, c'est pas bon du tout. Et en nombre de plumes, bah écoutez, c'est pareil, ah non, ça remonte un peu. Excusez-moi, j'étais un peu trop rapide. On est passé de 1,2 milliard à allez, 1,4 milliard. Bon, mais bon, là aussi, ça a été un massacre, hein, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je pense, ça a été le déblocage peut-être de la liquidité, notamment un déblocage, vous savez, des jetons, vous savez, ceux qui sont débloqués au bout d'un certain temps, suivant les projets. Et je pense que c'est peut-être ça qui a fait qu'on a une TVL qui s'est fait exploser en plein vol. Bon, après, au niveau des métriques, par contre, on est très bon sur RWA.xyz, notamment sur le projet Plume. Si tu regardes, là, je suis sur Plume, on est tout dans le vert. Alors, donc c'est assez étonnant parce qu'on voit TVL qui se fait fumer et puis vous avez les métriques qui repartent à la hausse. Donc vraiment, projet, là aussi on rigole, hein. C'est la crypto, c'est ça en fait. C'est des fois, il faut pas chercher à comprendre, hein, au niveau des métriques, puisque là, vous voyez, on a Distributed Asset Value qui a fait plus 83,82% en seulement un mois. La représentative d'Asset Value, bon, elle n'a pas trop bougé. Les stablecoins, par contre, on n'est pas bon du tout. Là, on est un marché qui se fait exploser. Donc peut-être que le partenariat de 19 milliards avec la Corée du Sud, notamment, peut-être que bah, Plume, ça va les rebooster sur ces métriques-là au niveau du market cap des stablecoins. Et puis après, vous avez le nombre de holders RWA, il ne bouge pas trop, hein. Bon, on est à plus 1,16%, mais bon, sur 30 jours, on voit bien que avec le narratif RWA qui explose, c'est très peu. Donc je pense que la Plume perd du terrain, cet aspect-là, largement, c'est clair. Et par contre, au niveau du transfert, donc ce dernier mois, en nombre de RWA, là par contre, on est en une belle hausse. De même pour les transferts sur les 30 derniers jours du nombre de stablecoins. Voilà. Et donc, c'est pas étonnant, ça s'explique très facilement cette augmentation des métriques grâce à l'arrivée tout simplement du Hondo en termes de distributed asset value qui est ici. Vous voyez? Donc Hondo est sur un montant de 110 millions de dollars et représente en fait plus de la moitié de la distributed asset value de Plume. Donc vous voyez que Hondo, on les voit partout là. On va chercher le projet comme Plume, qui est un beau projet à mon sens en termes de fondamentaux, avec, vous savez, c'est les seuls, à ma connaissance en tout cas, à être enregistrés auprès de la gendarme boursier américain comme agent de transfert. Donc ça déjà c'est une énormité pour un projet crypto, dans le RWA en plus. Et en plus, là, ils ont débloqué, ça y est, l'arrivée de Hondo USDO. Donc voilà. Et je pense que Hondo, on n'a pas fini d'entendre parler, hein, vous avez compris ce que j'en pense. Donc c'est intéressant de les voir et de voir ces partenariats en plus entre projets crypto dans le RWA. Je trouve ça assez positif que Plume ait réussi à attirer ce partenariat à travers sa blockchain et son infrastructure. Voilà, donc plutôt positif, on les a mis au final, malgré la TVL qui vraiment est à pleurer, hein, faut le dire. Enfin, voilà. Après, maintenant, je passe au Global Market Overview sur le RWA pour vraiment vous faire le point. Et regardez-moi, c'est l'explosion nucléaire. On a plus 12,45% sur la Distributed Asset Value, c'est-à-dire on est passé à 24,45 milliards de dollars. Donc on est en train vraiment de repartir à la hausse, hein, on le voit ici à travers la courbe. Euh, Au niveau de la représentation asset value, c'est un des seuls avec le total stablecoin value qui est en baisse légère, hein, sur le dernier mois. Mais par contre, ce qui est impressionnant, c'est vraiment ce chiffre. On est désormais à 833 163 holders de RWA. Je crois que la première fois que je suis allé sur le site RWA pour XYZ, nous étions même pas à 100 000 holders. C'était il y a quelques mois, 2, 3 mois.
Donc on va très rapidement, je pense, dépasser les 1 million de holders en termes de RWA et regarder la performance, on a plus 36,19% sur seulement 30 jours. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Et bien sûr, en premier lieu, vous avez, alors là, vous avez Canton, mais ça, c'est en termes de représentative d'asset value. Donc en distributive d'asset value, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Eh bien, vous avez Ethereum en première position. Et c'est Ethereum qui est en train vraiment de pousser le marché vers le haut. Vous avez Stellar également avec plus 20% sur les 30 derniers jours. Vous avez Polygon. Donc on voit qu'on retrouve là tous les leaders, vous pouvez voir, en termes de RWA, avec notamment Ethereum qui est largement en tête, puisqu'ils ont 483 comptes RWA, et ils ont en fait un market share de 60,6%. Donc Ethereum est vraiment en train de dominer le marché, et c'est pour ça, personnellement, quand je vois ces métriques, que voilà, je fais du DCA sur Bitcoin, mais désormais sur Ethereum également. Et puis après, voilà, il y a Ondo, voilà, un des projets au choix que je prends tous les mois. D'expliquer comment je fonctionne, en tout cas moi personnellement aujourd'hui, pour être au moins soumis à la volatilité du marché. Donc je continue. Vous voyez, là c'était sur le RWA de façon générale. Maintenant je passe au RWA entre guillemets transfrontalier avec les paiements et tout, c'est Ripple et XRP bien évidemment. Donc là j'ai qu'une seule nouvelle cette semaine, je ne suis pas épanché sur la question derrière. C'est donc un article de CoinDesk, comme vous pouvez voir ici, et ça y est, Ripple a annoncé simplement avoir utilisé donc la possibilité d'utiliser le XRP Ledger comme tout simplement ben, une finance décentralisée institutionnelle au final. Donc c'est une reconnaissance légitime, c'est une régulation qui permet en tout cas à Ripple d'utiliser le XRP Ledger presque comme une banque, je dirais, au final. Voilà. Donc c'est vraiment très très positif. En tout cas, c'est vraiment le fer de lance XRP Ledger désormais de Ripple pour conquérir justement les paiements transfrontaliers mondiaux. Voilà. Et concurrencer du coup le réseau Swift bancaire ou travailler avec le réseau Swift bancaire, pourquoi pas. Donc on voit vraiment que, enfin vous voyez, toutes les semaines, au niveau des fondamentaux, c'est un truc de fou, l'avancement que ça prend. Hein. Et de l'autre côté, vous avez les prix qui font n'importe quoi, on est d'accord, mais qui représentent pas vraiment la réalité des choses au final, j'ai l'impression. Bref. Allez, je continue, cette fois je passe à l'IA. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas parlé de ITIR, notamment de l'IA de façon générale. Bon, bah là je prends le temps quand même de le faire. Donc iTier, ça y est, ils ont débloqué leur vision pour 2026, notamment au niveau des agents autonomes. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez vu, ils mettent en place, en tout cas c'est leur volonté pour 2026, et au-delà, hein, ils le mettent ici, de mettre en place leur agent iTier. Donc ils appellent le Agentic AI, qui va permettre tout simplement, de façon autonome, aux projets qui vont utiliser cet agent autonome, de réserver et de payer pour tout ce qui est du GPU tout simplement de iTier. Et donc comment ça marcherait concrètement, ça c'est quand même assez dingue, c'est que du coup vous auriez une entreprise ou peu importe qui utiliserait, qui louerait entre guillemets, après je sais pas comment ça se passerait pour utiliser un agent autonome, de façon gratuite ou payante, je sais pas, mais déjà il rappelle à travers ce tweet à iTier que leur service, effectivement, est le top, dans le sens où ils permettent l'accès de façon instantanée, et donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, fait 365 jours par an, eh bien, l'accès à 440 000 de containers GPU. Déjà, avec les coûts les plus faibles du marché et un système algorithmique dynamique. Bon. Et donc, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, imaginez par exemple une entreprise qui utiliserait cet agent autonome, et bien cet agent autonome aurait pour rôle de repérer le moment où il y aura un pic de demande de GPU pour cette entreprise ou l'utilisation de l'IA ou n'importe quelle utilisation faite par une entreprise qui utiliserait cet agent autonome. Et donc l'agent autonome, quand il détecterait ce besoin en GPU, il irait automatiquement, sans demander rien à personne, eh bien réserver donc chez iTier, mais on peut imaginer chez d'autres, peut-être à terme, concurrents, hein, pourquoi pas, je sais pas. Mais en tout cas chez iTier déjà, du GPU spécifique à iTier et de le louer sans même peut-être demander l'aval de l'entreprise. Et ça,
c'est pour éviter justement les humains et donc les frictions liées à la paperasse administrative, à la perte de temps, etc. Et là, en fait, on aurait quelque chose qui serait en fait une demande de GPU dynamique. Parce qu'au final, ce seraient les agents autonomes d'IA qui loueraient et utiliseraient le GPU de High à la demande, et on peut imaginer peut-être même à la minute ou à l'heure, peut-être si c'est trop demandé la minute, de façon à optimiser encore plus les coûts des entreprises et leurs demandes, leurs besoins en GPU. Donc là, on est dans un délire, je sais pas si vous vous rendez compte, à un moment, on a une ère où, où le GPU va devenir de plus en plus intéressant, parce que ça va être le pétrole. Si on regarde aujourd'hui, vu l'explosion de la demande en IA, on voit ce qui se passe, on voit l'évolution enfin, phénoménale des technologies IA aujourd'hui par Anthropic, ChatGPT et compagnie, eh bien, on imagine que derrière, il y a des ressources en GPU qui sont de plus en plus fortes en termes de besoins. Et donc là, quand on va arriver à devoir optimiser tout ça, il n'y a pas le choix, il y a deux solutions. C'est soit vous allez dans le désert et vous créez toujours plus de serveurs et de GPU en termes de brut, ou alors vous utilisez des projets comme Aethir qui permettent justement eh bien, d'affiner la demande par rapport aux besoins. Et de ça de façon décentralisée avec des coûts bien moindres, parce que le système est bien mieux pensé. Ah, voilà, donc je pense que là, on a vraiment à étirer un très beau projet. Après, bien sûr, encore une fois, prudence, que j'avais déjà prévenu, on n'a pas encore les audits définitifs des entreprises, notamment, des auditeurs, sur les chiffres de Haïti. Là, pour l'instant, on n'a que les chiffres de Haïti. Donc, bon, bah, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, clairement, parce que c'est eux qui dévoilent leurs chiffres. Voilà, ça c'est le seul point pour l'instant négatif. J'ai dit prudence là-dessus, mais sinon tout le reste est vraiment extrêmement enfin, lourd, c'est du lourd, hein. Et là où c'est intéressant, c'est que là on a on a House of Chimera, notamment, donc qui est une entreprise, c'est un groupe, hein, qui est focus sur tout ce qui est les recherches blockchain, le consulting, enfin blockchain et autres eh bien, qui ont fait une recherche justement là aussi sur Altir pour 2026. Et donc, ils rappellent donc les revenus annuels, donc là sur du year to date, on a 77 millions de dollars de revenus pour Altir. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte quand même pour un projet comme ça, crypto, ah, les bonhommes, ils génèrent 77 millions de dollars annuels. Ah, truc de fou, quoi. Voilà. Ensuite, depuis loin 2024, ils ont généré 151 millions de dollars. Alors là, c'est en baisse, on voit quand même leurs revenus, mais pardon, enfin, c'est en baisse. Ouais, ils gagnent plus que, allez, 13 millions par mois, quoi. Allez, excusez-moi. Bon. Et sinon, ce qui est très important, c'est la demande et l'utilisation on-chain, justement, du nombre de GPU. Et là, on parle quand même d'un 4 milliards, hein, je crois que c'est ça, c'est 4 milliards 555 millions de ATH qui ont été utilisés en termes d'achat pour des heures de compute. Donc à la limite, ça, c'est pas le plus important. Ce qui est vraiment le plus important, c'est ça, là, c'est ce nombre d'heures qui ont été délivrées en termes de GPU par iTier. Et là, on parle de 1 milliard 177 millions d'heures qui ont été en gros louées pour l'utilisation en contrepartie de GPU chez iTier. Donc là, on a vraiment les chiffres, si c'est vrai, parce qu'encore une fois, il faut pour moi, c'est le seul problème chez Haïti encore, c'est qu'on n'a pas encore de validation d'un auditeur pour nous prouver que ces chiffres sont vrais. En fait. Bon. Alors que sur Chainlink, Kondo, bon, bah, vous avez les preuves, vous avez tout, quoi. Là, plus de prudence, mais si tout ça c'est vrai, c'est vraiment pour moi le projet, dans l'IA en tout cas, c'est la perle, la licorne, quoi. Parce qu'il génère beaucoup plus de revenus encore que Render, qui est pourtant bien plus connu, Render. Eh bien, ils fument Render. Render, je crois que c'est 2 ou 3 millions par an, des choses comme ça. Eux, ils sont déjà, bon, bah voilà, vous avez compris, 77 millions de dollars annuels. Truc de fou, truc de fou. Et ils continuent sur la lancée en 2026, ils vont continuer sur la lancée, parce que si en plus ils créent leur agent autonome pour justement optimiser la location de GPU, mais alors là, vous avez encore une fois, vous avez compris, ils vont fumer le marché à eux tout seuls. Bon. Donc, c'est parti, voilà, pour l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça que je trouve ça quand même très intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, je me suis trompé dans l'interverti les articles, mais que je trouve sympa, c'est là, dans l'article de cointribune.com, Anthropic, vous voyez, on parlait de Claude, donc l'IA,
et donc l'entreprise derrière Claude, je rappelle, hein, l'IA, c'est Anthropic. Et donc, Anthropic lance de nouveaux outils d'IA, les actions logicielles toutes en bourse. Et là, on arrive vraiment à quelque chose d'intéressant et de malgré tout triste, c'est qu'on voit que plus ces entreprises performent et plus elles sont puissantes, entre guillemets, et plus elles lancent de nouveaux outils d'IA, et plus on peut mettre plein de choses à la benne de l'autre côté. C'est-à-dire que autrefois où il fallait des entreprises qui permettent de créer des logiciels spécifiques, notamment des SaaS ou des même n'importe quoi, mais des outils comme Excel, Word, bah, tout ça, je donne des exemples comme ça à l'arrache, hein, mais demain vous voulez créer en fait un logiciel spécifique avec un besoin d'une application mobile ou n'importe sur ordinateur, eh bien vous n'aurez même plus besoin à terme de développeurs. Vous n'aurez juste à utiliser l'IA, peut-être à louer pendant un certain temps l'IA, les services de l'IA, pour demander à ce que l'IA vous développe le logiciel. Bon, et avec des coûts beaucoup moins faibles, enfin beaucoup plus faibles que si vous engagez réellement un développeur. Et c'est pour ça que là, on commence à voir, avec l'essor d'Anthropic, ben justement, lance de nouveaux outils IA qui permettent de faciliter la vie des entreprises. Et en contrepartie, ben, vous avez des pans entiers de besoins qui disparaissent du jour au lendemain, en fait. Parce qu'on n'en a plus besoin. Parce que ça coûte trop cher bah maintenant si vous voulez lancer un projet, comme avant, il fallait un chef de projet, il fallait peut-être un ingénieur spécifique, un développeur, voire plusieurs. Aujourd'hui, avec une IA, vous avez la capacité de remplacer une équipe entière. Voilà. Et ça, on est en train de voir une accélération de cet aspect-là. Donc, vous avez compris que quand on fait maintenant le lien, moi, en tout cas, quand je fais le lien avec ça et l'essor de ce genre de choses, alors, je dis pas que c'est forcément une bonne chose, parce que là, on se dirige vers des cas, là, bon, j'ai Terminator, mais peut-être pas Terminator, j'espère pas en tout cas, mais on se dirige vers quelque chose où effectivement, on va avoir peut-être un moment où ça va un peu coincer, dans le sens où bah, le chômage qui va monter à cause de ça, bon, bah, le temps que on ait quelque chose d'adapté, où les personnes sont mises au chômage là-dessus, puissent se développer sur d'autres sujets techniques de l'IA, notamment peut-être apprendre à utiliser les machines, l'IA, je sais pas, voilà, à voir, hein, eh bien, on va avoir une crise sociale. Et là, on le voit déjà, au final. Ça commence à déjà être impacté. Ce qu'on nous dit avant, on disait que ça ne serait pas avant 2030. Au final, en 2026, on y est déjà, un peu. Bon. Et ça va aller de plus en plus vite, mais de plus en plus fort. Donc, tout ce qui est, bah, forcément, vous l'avez compris, en lien avec l'IA, demande du GPU. Donc, comme ils sont à fond, là, sur l'entreprise, en plus, il y a la course entre elles pour être toujours les meilleures, les plus performantes, etc. Tout cela demande de la puissance de calcul et donc du GPU. Donc, il y a un moment, ces entreprises-là elles vont se poser la question, ben, comment elles vont maximiser leur coût, entre guillemets, enfin minimiser leur coût plutôt, en termes d'efficacité, pour payer le moins possible de GPU. Parce que là, on parlera d'une telle quantité de GPU demandée que le moins de centimes en termes de location, bah, effectivement, ils vont pas rechigner, quoi. Voilà. En tout cas, c'est l'idée, hein. Je ne dis pas que j'ai les choses de la bonne façon ou autre. Peut-être pas, parce que je suis pas expert IA ou dans l'informatique ou autre. Mais après, si on prend du recul, c'est vraiment logique, cet aspect de besoin. Parce que voilà, vous faites le résumé, vous faites le parallèle avec le pétrole pour les voitures, et puis vous avez compris. L'IA, c'est les voitures, GPU, c'est le pétrole, hein. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que là, on est dans une ère quand même, c'est assez fou tout ce qui se passe en ce moment. Ça bouge beaucoup. Et là aussi, ça impacte la géopolitique et donc, pour moi, ça a impacté l'aspect monétaire des choses. Et donc là, je finis juste sur les articles sur la crypto, après je passerai à l'or et à l'argent. Donc là, c'est l'actu, donc journalducoin.com. Donc la tokenisation, le RWA, les États-Unis vont dépasser l'Europe, s'inquiètent les acteurs crypto de l'Union européenne. Bah oui, bah, nous, on a compris, de toute façon, l'Union européenne, on est foutu. On est encore à vouloir réguler les bouchons de bouteilles plastiques. Donc, c'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a un vrai problème en Europe, technocrates, bureaucrates, et c'est pourquoi, avec ça, c'est là encore, vous avez l'archétype, le symbole de pourquoi, pour moi, l'Europe, c'est fini. Tant qu'on a le même système, un technocrate
l'administratif qui finalement définit le besoin sur l'industrie, ça va être l'inverse normalement. Bon. Eh bien, tant qu'on a ça, forcément, vous ne pouvez pas avoir un euro, une monnaie fiat euro, donc qui est basée sur l'économie de l'industrie européenne, qui pourrait être concurrente et mieux concurrencer le reste du marché mondial. Donc, à terme, vraiment, on va avoir un déclassement de l'Europe, donc une fuite des investissements au sein de l'Europe, donc là je parle des investissements étrangers, et donc forcément, vous aurez une monnaie tôt ou tard de l'euro qui chutera par rapport au reste du monde. Et donc c'est là où en fait vous avez l'intérêt du Bitcoin, d'investir même dans le franc suisse, donc avec la banque centrale de la Suisse. Tout ça pour échapper justement à la dévaluation future de l'euro. Et ça, j'en suis personnellement, et j'en suis désolé, hein, j'aimerais bien vous dire, bah non, l'Europe c'est le meilleur du monde, on est la France, on est le champion du monde, voilà, on est top. Bah non, malheureusement, il suffit juste d'ouvrir les yeux, d'avoir un esprit un petit peu critique, et réaliste surtout, pour comprendre que non, les choses vont pas forcément bien dans le meilleur des mondes, quoi. Et surtout au niveau économique. Parce que on est, bah, encore une fois, on est dirigé par des cassos, quoi. Des cassos. Bon. Et donc, c'est parti, je continue. C'est pour ça que là aussi, on va se prendre un boulevard dans le RWA, alors que c'est l'avenir de la finance, vous avez compris. Toute la finance va se transposer dans la tokenisation. C'est parce que c'est bien trop utile. Bon. Donc là aussi, on prend du retard, quoi. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je fais le lien avec l'or et l'argent. Et donc, encore une fois, pour vous dire et vous expliquer, bah, vous rappeler pourquoi moi je suis ultra bullish sur le Bitcoin, c'est effectivement que ça prouve, regardez, sur 20 ans, effectivement, donc là, aujourd'hui, nous sommes à 135 126 euros. Alors, je crois que c'est en euros, oui, c'est en euros, pardon. Donc là, vous avez l'once, on a 4202 euros l'once, et on a 135 126 euros le kilogramme 24 carats, donc 100% de teneur en or. Lingot, en fait. Et donc, on voit bien que sur 20 ans, regardez cette courbe, mais jamais de la vie, hein, jamais de la vie, l'or devrait se comporter comme ça. Dans un système économique normal, je veux dire. Normalement, l'or, c'est censé faire du 5% par an, grand max. Parce qu'il est censé être l'étalon à la base. Et donc depuis 1971, vous avez Nixon, je crois que c'est ça, c'est Nixon, hein, qui a supprimé l'étalon or, eh bien c'est le bordel. Vous avez l'or qui s'est décorrélé du coup par rapport au reste du monde, mais en fait c'est pas vraiment l'or qui s'est décorrélé, c'est les monnaies fiduciaires indexées sur les dettes des États, et donc qui perdent en valeur au fur et à mesure du temps, qui se décorrèlent par rapport à l'or. Mais comme nous, on mesure l'or par rapport à ces mêmes monnaies, on a l'impression du coup que l'or augmente. Vous avez compris que finalement, vous avez juste à inverser, à retourner l'écran, et là, vous aurez la vraie courbe de l'or. En fait, ce sera plus la courbe de l'or, ce sera la courbe de l'euro par rapport à l'or. Et c'est là où c'est inquiétant. Donc, vous avez compris, quand on a vu ça, bah, les valeurs refuges prouvées, bah, déjà, c'est l'or, l'argent, parce que l'argent a à peu près la même courbe à peu de choses près. En plus, l'argent, je vais vous en parler, il y a encore d'autres euh, sujets d'actualité sur l'argent et d'autres besoins qui expliquent l'explosion du cours de l'argent. Mais là, si vous faites en plus de parler avec le Bitcoin, vous avez compris qu'on a, je pense, les deux alternatives les plus connues et les plus solides qui permettent justement d'éviter de subir la dévaluation de l'euro, notamment du dollar et de toutes les monnaies fiduciaires. Et après, si vous êtes quand même, ce que je fais personnellement, hein, c'est que j'ai pas tout mis là-dedans. C'est-à-dire que vous avez également le franc suisse qui est très bien. Le franc suisse, j'ai dit c'était très bien, bah, je dis ça comme ça, mais c'est le moins pire en fait, dans les monnaies fiduciaires, hein. Parce que la Suisse, c'est quand même l'économie la plus connue, la plus fiable au niveau mondial. Bon, vous avez même les Américains qui investissent dans la Suisse. Voilà. Donc, si vous voulez quand même garder une monnaie fiduciaire de banque centrale, ben, le mieux, c'est la Suisse avant même le dollar. Parce qu'en plus, le dollar, en ce moment, vous avez Trump là, qui s'amuse à jouer avec le dollar. Bon, donc c'est peut-être pas le bon moment de mettre dans le dollar. Et puis, de toute façon, le dollar, je pense pas que ça va durer longtemps, leur hégémonie. Voilà pourquoi je vous dis, je reste très confiant sur la suite des choses, non sur le Bitcoin. C'est parce que dans ce contexte-là, le Bitcoin n'a pas le choix que d'aller vers le haut. Vous avez compris? Parce qu'au final, c'est l'euro qui chute. Donc, si vous avez même juste le Bitcoin qui ne subit pas l'inflation,
eh bien, vous avez quelque chose qui, même s'il reste stable, au moins vous gardez votre pouvoir d'achat, vous gardez votre patrimoine. Rien que ça. Même si on parle de bouclier défensif, entre guillemets. C'est le rôle de l'or, d'ailleurs. Voilà. Mais là, ça va tellement vite les choses qu'en fait, on a même l'impression de gagner de l'argent. Je pense que c'est même ça, là. Parce que sur l'or, on ne devrait même pas se dire on gagne, on fait une plus-value, on gagne de l'argent sur l'or. Non, non. Là, ça va tellement vite que c'est le cas. Donc c'est là où on voit que les choses ne vont pas bien pour l'euro, le dollar et le reste. Ensuite, je continue, je passe à l'argent. Et là, l'argent, bah, c'est la même chanson. Vous voyez, sur l'argent, sur 20 ans, bon, on a connu des... c'est un truc de fou. Mais l'argent, ça s'explique beaucoup mieux parce que je vous l'ai déjà dit depuis quand même un petit moment. Toutes les semaines, je vous le dis, il y a une pénurie sur l'argent. Et encore une fois, là, encore actuellement, on est toujours en pénurie malgré, ouais, je vois, il y a une petite correction. Je crois que c'est déjà des échos comme quoi ouais, l'argent est en train de chuter. Bon, je remonte la courbe et hop, ça calme, ça calme, enfin, voilà, ça remet en perspective encore une fois certaines personnes. Parce que c'est vrai que des fois, vraiment, je me demande, mais essayez de dézoomer, quoi. Je le dis, essayez de dézoomer, là. On dit, oh, l'argent a chuté et tout. Là, je remonte la courbe, on rigole. On rigole. Littéralement. Donc, voilà, on en est sur l'argent. Après, sur la semaine, c'est vrai que j'ai pas fait le point sur la semaine. J'ai oublié, donc je vais vous le montrer. Ah, sur la semaine, effectivement, voilà, on a baissé parce nous étions à 2316 euros le kilogramme et on étions à 72 euros l'once d'argent. Et là, on est retombé légèrement à 2114 euros le kilo et 65,78 euros le gramme. Donc, ce qui se passe en plus avec la volatilité actuellement, c'est qu'on a de plus en plus eh bien, un décalage entre maintenant le COMEX, la LBMA, donc London Bullion Market Association en Occident, et les bourses asiatiques, Dubaï, enfin tout ça, où eux ils sont sur l'argent physique désormais pur et dur, et on est déjà à 130 dollars l'once en Chine, notamment, à Hong Kong. Bon. Et donc j'ai déjà expliqué la semaine dernière que cette différence de prix entre l'once d'ici qui est à 70 dollars, 80 dollars, et l'once là-bas en Chine qui est à 136 dollars, c'est que eux ils n'ont pas tous les leviers que nous on a au niveau numérique, parce que je rappelle que nous, ici en Occident, quand on échange un lingot d'argent, donc qu'on a un lingot d'argent en coffre et qu'on se l'échange entre banques, et bien derrière, pour un lingot physique d'argent, il y en a 100 virtuels. On s'échange de façon virtuelle, comme garantie. Tout le monde fait comme si c'était bien dans le meilleur des mondes. Donc résultat, on a finalement flingué les prix de l'argent en diluant virtuellement, si vous voulez, la quantité. Voilà. Mais c'est tout artificiel. Et c'est pour ça qu'en octobre 2025, si je remonte la courbe de l'argent, ça a commencé à péter à partir d'octobre réellement. Parce que là, vous voyez, en octobre 2025, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez une banque, notamment une des plus grosses banques américaines, qui a décidé de dire, bon, effectivement, maintenant on arrête la super série. On sait très bien qu'on n'a pas de quantité d'argent suffisante dans les coffres, d'argent métal, hein, je veux dire. Donc, on arrête de prêter de l'argent, ça suffit. Et donc, ça crée le domino, et donc forcément, eh bien, les prix se sont échappés vers le haut, puisque ça a été la vraie valeur physique de l'argent métal, qui en plus a une concession liée à la demande de l'industrie. Et c'est pour ça que là, j'ai un magnifique article de l'or et l'argent qu'on peut voir ici, donc point info, euh, l'or et l'argent, point info, c'est comme ça où ils expliquent effectivement que la prochaine augmentation des cours de métal qu'on va connaître, ce sera sur l'argent métal, donc voilà, et également le cuivre. Et tout ça sur fond de besoins sur l'IA. Vous voyez, on revient encore une fois à l'IA. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans les data centers, eh bien sur l'IA, vous avez énormément déjà de cuivre, c'est pour ça que vous annonce également et je vous montre la courbe gentiment du cuivre. Le cuivre sera le prochain métal à exploser. Je vous l'ai déjà annoncé pour l'argent quand même avec 6 mois, 1 an d'avance. Je retrouve mes vidéos, hein, tout est là. Maintenant, je vous annonce que le cuivre va péter. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire vos recherches sur le cuivre, tout simplement parce que justement, avec l'IA, il y a déjà, de toute façon, actuellement, une pénurie structurelle d'argent,
et une pénurie aussi de cuivre. Donc logiquement, bon, vous avez compris, mais ça va s'accentuer encore plus fort parce qu'il y a énormément de besoins dans les data centers de cuivre. Et là, ce qui est très intéressant avec cet article de l'or et l'argent.info, c'est qu'ils mettent les chiffres de demande. Et regardez, c'est-à-dire que dans un data center, c'est écrit là, donc vous avez dans tout ce qui est les câbles, transformateurs, les lignes électriques, bon, comme à la SNCF, hein, on sait, ils se font voler tous les jours désormais, pêcheurs. Bon, pas de sujet, hein, la France, quoi. La compagnie minière BHP estime que la demande annuelle de cuivre des centres de données dédiés à l'IA pourrait passer donc de 500 000 tonnes aujourd'hui, donc dans un data center, hein, un seul data center. Donc, ah non, pardon, tous les data centers donc mondiaux, je crois, hein, à 3 millions de tonnes d'ici 2050. Donc, soit une multiplication par 6 du niveau actuel pour le cuivre. Et ça, avec une offre au niveau des mines de cuivre, au final, qui ne peut pas suivre la cadence. En plus, il y a déjà une pénurie actuellement. Ils sont déjà en tension là. Donc, si vous ajoutez ça avec et ça, c'est juste l'IA. Vous avez compris que le cuivre, il n'y a pas que les data centers, hein. Vous avez plein d'autres choses également. Bon, voilà. Et donc, c'est là où c'est intéressant de faire le parallèle avec l'argent. Pourquoi? Parce que dans ces mêmes data centers, là où vous avez les trucs basiques comme les câbles, les transformateurs ou du cuivre, eh bien, vous avez des choses plus de meilleure qualité, qui nécessitent de la meilleure qualité, en tout cas en termes de contact électrique, et qui nécessitent les propriétés spécifiques liées à l'argent. Notamment les connecteurs, les relais, les soudures, les brasures, tout le tralala, comme ça, là où la fiabilité prime sur le prix. Effectivement. Et donc, on pense notamment aux racks dédiés aux GPU. On parlait de GPU, ben voilà. Donc les GPU, ils sont là. On pense à iShare Cloud et tout ça, là. Donc on a le lien, vraiment, la boucle est bouclée, au final. Et donc là aussi, l'argent va continuer à être en pénurie, parce que je rappelle, ça fait au moins 5 ans qu'il y a une pénurie d'argent, même ça fait un petit moment. Ça continue et chaque année, l'écart se creuse. Et donc on a même les chiffres, il me semble, un peu plus bas, comme ça, tant qu'à faire, je vous le mets. Et donc effectivement, là où c'est intéressant, le nombre d'argent, combien d'argent métal doit être est utilisé par data center. Vous voyez, dans un data center IA, donc par serveur 1 à 5 grammes, par rack 10 à 50 grammes, et par mégawatt IT de 200 à 1 kg, donc du coup 0,2 à 1 kg d'argent. Et ça, c'est par data center. Donc vous multipliez ça par le nombre de data centers mondiaux, ça va exploser à l'avenir. Je vous dis pas le bordel. Et donc voilà un marché de l'argent déjà sous tension. Pourquoi? Parce que la production minière est de 820 millions d'onces par an d'argent, avec un recyclage, notamment quand vous savez quand on rachète les bijoux, les pièces, tout ça, on arrive à recycler 190 millions d'onces à l'année. Donc ça fait grosso modo du 100 millions du 1 milliard, pardon, d'onces, finalement, d'argent produite, disponible chaque année. Sauf qu'on dépense 1,1 milliard d'onces déjà actuellement, là, actuellement, hein, déjà, bah, tous les ans. Donc vous avez compris qu'il y a au minimum entre 80 et 100 millions d'onces qui manquent chaque année. Chaque année. Et ça depuis déjà plusieurs années. Donc là, on est en cumulé, c'est la merde en fait. Ben voilà, c'est la merde. Parce que du coup, en cumulé, on est déjà à, je crois, 500, entre 500 et 800 millions d'onces de manque de demande sur l'industrie mondiale. Et en plus, à cela, vous avez également bah, tout ce qui est l'armement. Si on s'imagine, vous rajoutez encore une guerre, là, parce que à ce moment, c'est la mode, hein, faire des guerres, de fou. Et ben, encore une fois, ça va demander de l'argent. Vous avez également la transition énergétique, les panneaux solaires, les réseaux électriques, vous voyez, tout ce qui est industrie électronique. Bien pareil, là aussi ça consomme et ça augmente en cadence. Bon, donc ça explose. Et ça va exploser. C'est pour ça que je réitère mon propos, c'est surtout si vous avez de l'argent, gardez-le. Pourquoi? Parce que autant l'or, c'est uniquement un métal qui est lié à la valeur refuge, tout ça. Donc, bon, bah, c'est lié surtout à la géopolitique et à la peur et à l'émotion des investisseurs et des banques centrales, notamment. Autant l'argent, c'est un besoin réel, réel industriel. Donc, forcément, pénurie dit bah, augmentation des prix tôt ou tard. Donc, pour l'instant, les prix sont encore
contrôlés artificiellement, ou du moins rattrapés par les industries, et notamment le COMEX et la LBMA, notamment en Occident. Mais quand on voit l'écart de prix entre la Chine, notamment qui a 130 dollars l'once, et ici où on a 80 dollars l'once, vous avez compris qu'il y a un problème. Et donc, bah, le problème, le différentiel, c'est juste la manipulation artificielle de, de l'Occident sur les prix de l'argent. Voilà. Parce que vous avez compris qu'ils sont tous, toutes les banques, elles sont endettées à mort sur les cours de l'argent, puisque ils ont un lingot physique contre 100 virtuels qui n'existent pas vraiment finalement. Bon, voilà. Bon, sur ce, mais surtout aussi là, le cuivre. Voilà, vous avez compris, le cuivre, je pense, ça va vraiment être le métal qui va exploser à l'avenir, au même titre qu'on a eu pour l'argent là récemment. Bon. Donc, les amis, sur ce, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc là, la conclusion, moi, bah, c'est que je suis fébrile toujours sur l'or, l'argent, le cuivre, notamment, vous avez compris, et le Bitcoin et la crypto-monnaie RWA, toujours parce que les fondamentaux sont toujours au rendez-vous. Et le Bitcoin, c'est toujours pour moi l'or numérique qui me permet de protéger mon épargne contre la dévaluation de l'euro, tout simplement. En tout cas, une partie. Pas tout mettre dans le même panier, hein, jamais, mais un peu partout, c'est pas mal. Voilà. Allez, sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous allez bien, hein, que surtout bah, gardez la tête froide, et le moral, parce que bah, les beaux jours reviendront sur la crypto, même au niveau des prix. Hein, il suffit d'être patient, même si la patience, des fois, c'est frustrant. Hein. Mais voilà, gardez la tête froide, le moral, et puis je vous dis à très bientôt la semaine prochaine pour d'autres vidéos. La bise, ciao!